Comprendre l'actualité, c'est déjà agir sur le monde. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre session d'information. À la une aujourd'hui, le mariage interreligieux, un choix de vie qui continue de susciter de nombreuses interrogations dans nos sociétés. Entre amour, convictions religieuses et traditions familiales, comment les couples de confessions différentes réussissent-ils à bâtir une vie commune? Nous nous intéresserons également au vivre ensemble dans un contexte où les différences culturelles, sociales et religieuses rythment désormais notre quotidien. Comment faire de cette diversité une force plutôt qu'une source de division? Enfin, nous parlerons musique. Entre les classiques d'hier et les sonorités d'aujourd'hui, une question demeure. La musique influence-t-elle réellement le comportement des jeunes ou est-ce avant tout l'éducation qui façonne leur attitude? Mesdames et messieurs, voilà pour les titres du journal. Encore une fois, bienvenue à tous. L'amour peut-il réellement dépasser les différences religieuses? À une époque où les unions entre les personnes de confessions différentes sont de plus en plus fréquentes, le mariage interreligieux continue de faire débat. Entre convictions personnelles, attentes des familles et prescriptions religieuses, ces unions soulèvent de nombreuses questions. Pour mieux comprendre cette réalité, nous sommes allés à la rencontre des citoyens et de responsables religieux. Ils partagent leurs expériences, leurs préoccupations, mais aussi leur espoir face à ces mariages qui défient parfois les traditions et les préjugés. Reportage. Lorsque l'amour unit profondément deux personnes, il parvient parfois à franchir même les barrières religieuses. Ainsi, de plus en plus de couples se forment entre des conjoints issus de différentes confessions religieuses et décident de fonder un foyer. Pour les citoyens rencontrés, le mariage interreligieux est tout à fait envisageable lorsque les conjoints font preuve d'amour, de tolérance et de compréhension mutuelle. Selon eux, le respect des convictions de chacun constitue un élément essentiel pour préserver l'équilibre et l'harmonie du couple. Le mariage interreligieux, en fait, est une question de vision de chacun. Vous voyez, effectivement, dans certaines religions, les gens sont très stricts. Bon, ça fait que parfois même quand il y a l'amour entre deux partenaires, déjà à l'étape de l'amitié, finalement ça ne marche pas à cause de ce problème de religion-là. Or, selon moi, le problème de religion ne devrait pas se poser. Après tout, c'est le même Dieu que nous adorons. Selon moi, on n'a pas besoin d'imposer forcément sa religion à l'autre, quoi. Bon, sinon, l'un des avantages, c'est que on n'impose pas de religion à nos progénitures, par exemple. Vous voyez, moi j'ai déjà vu dans certains foyers, le mari est musulman, la femme est catholique. Et dans la famille, il y a certains enfants qui ont choisi de suivre maman catholique ou maman. Et il y a d'autres qui ont choisi de suivre papa musulman. Vous voyez. Mais bon, ça n'a pas tellement perturbé le foyer en tant que tel. Vous voyez, cela n'a pas empêché que tout marche normalement. Bon, effectivement, l'idéal serait que tout le monde soit dans la même direction. Là, c'est plus facile. Nous avons les mêmes convictions religieuses, les mêmes pratiques et tout. On se donne les mêmes conseils sur le plan religieux, tout ça. Bon, maintenant, tout est question de choix dans la vie. Si on arrive à s'entendre, il n'y a pas de souci. Quant aux leaders et responsables religieux, le mariage interreligieux n'est pas formellement interdit. Toutefois, les enseignements bibliques comme coraniques privilégient généralement l'union entre personnes partageant la même foi, une recommandation qui vise à favoriser une meilleure cohésion spirituelle et une vision commune dans la construction du foyer. Ce mariage que nous appelons mariage interreligieux, sous un autre vocable, on l'appelle également mariage mixte. Le mariage mixte. Et après le mariage interreligieux, sinon à côté du mariage interreligieux, nous avons de l'autre côté le mariage appelé mariage avec disparité de culte. Le mariage avec disparité de culte, qu'est-ce que nous mettons là-dedans? Ici, parmi les époux, il y a toujours un qui est catholique, nécessairement il y a un qui est catholique, et l'autre appartient à une autre confession religieuse. Il peut être musulman, animiste ou évangélique.
L'Église ne proscrit pas ce type de mariage parce que l'homme est libre d'aller chercher sa femme où il veut. La femme également est libre d'accepter aller en mariage avec un homme de son choix, peu importe sa religion. Mais que le mariage respecte un peu les normes de l'Église catholique. Vous voyez, ça c'est un aspect. L'autre aspect, l'éducation. L'éducation familiale, l'éducation à donner aux enfants. Pour que cela puisse arriver de façon aisée, sans trop de difficultés, sans trop de contraintes, sans trop de divergences, particulièrement les catholiques, je vais conseiller aux jeunes de chercher dans l'Église catholique pour limiter un peu les difficultés. Quand on lit ce passage, qui est le passage et Sourate 5, verset 5, vous allez voir effectivement que Dieu n'a pas interdit aux musulmans d'épouser les juifs et les chrétiens, mais à condition qu'ils soient vertueux. Et quand on dit vertueuse, ça dit les gens qui ont cru à Dieu, aux anges, aux messagers, aux livres révélés et au destin et au jour dernier. Donc, si une femme, elle est chrétienne, mais elle croit à tout ce qu'on a dit là, l'islam a permis à l'homme musulman de l'épouser. Mais s'il ne croit pas à ces choses-là, donc tu ne peux pas l'épouser. C'est comme ça que l'islam a dit. Les conditions là, si elles sont remplies, il n'y a pas d'option. Parce que la femme va engendrer des enfants. C'est ça, c'est la progéniture. Si tu épouses une femme qui n'est pas vertueuse, elle va engendrer des enfants qui ne sont pas vertueux. Et vice-versa. C'est pour ça que l'islam a révélé, a réglé comment on épouse les femmes non musulmanes qui est chrétienne et juive. J'ai trouvé beaucoup de cas qui sont réels comme ça, qui ont engendré des enfants. Après, chacun va de son côté. Les femmes ont suivi leur maman, les hommes ont suivi leur papa. Et je conseille à chacun de nos jeunes d'épouser celle qui est dans sa religion, pour qu'à la longue, il n'y aura pas de séparation des enfants, ou bien d'abandon, ou bien, en tout cas, des regrets. Si certaines de ces unions se déroulent sans difficulté particulière, d'autres se heurtent encore à des réticences familiales ou sociales. Seul l'amour, la communication et le respect mutuel restent les piliers indispensables à la réussite de toute vie conjugale. Au-delà des relations de couple, c'est toute la question du vivre ensemble qui interpelle nos sociétés. Le respect mutuel, le dialogue et l'acceptation des différences constituent les fondements d'une société harmonieuse. Pourtant, dans un contexte marqué par les divergences d'opinion, les tensions sociales et les défis du quotidien, le vivre ensemble est souvent mis à l'épreuve. Entre aspiration et réalité, suivez le regard de Benoît Towanou sur un idéal qui se construit chaque jour. Le vivre ensemble, pour moi, c'est un sujet dense. J'estime que c'est le sujet qui résume même notre existence. Le vivre ensemble a plusieurs aspects. De façon globale, on peut dire que le vivre ensemble, c'est l'ensemble des relations interpersonnelles. Ce qui unit deux personnes, pour moi, constitue le vivre ensemble. Mais ce vivre ensemble doit être aussi consolidé. Et aujourd'hui, on constate que les relations interpersonnelles prennent parfois des coups. Et des gens deviennent parfois ennemis pour la vie. Et les gens se vouent une haine viscérale. Cela se justifie parce que le vivre ensemble d'abord a pour sous-bassement non négociable la confiance. Si la confiance prend coup entre deux personnes, je vous avoue, malgré les efforts qui seront consentis, ce vivre ensemble va s'éclater. Le vivre ensemble aussi, c'est aussi dans les couples également. Voici encore un autre aspect. Le vivre ensemble entre époux, épouse, mais entre mari et femme est capital. Parce que vous voyez aujourd'hui, des gens sont partiellement ensemble, on les voit de vue, mais dans leur cœur, ils sont éloignés les uns des autres. Parce que ces facteurs ont été malheureusement mis de côté. La confiance, la communication, l'amour de l'autre. Donc,
Si on doit résumer, le vivre ensemble est capital. Mais il faut que chacun maîtrise les rouages, les conditions, ses droits et devoirs dans ce domaine. Si je prends par exemple un petit domaine aussi, on parle de tontine entre nous. Ça, c'est des faits qui sont courants. Ah oui, voici encore une occasion pour tenter notre vivre ensemble. Si dans votre groupe, quelqu'un ramasse son tour de tontine et refuse de donner, vivre ensemble a pris un coup là. Parce que nous sommes 10. J'estime que je vais ramasser par exemple 100 000 francs à la fin de la tontine, mais un individu reçoit sa part et refuse d'honorer son engagement. Notre vivre ensemble va prendre un coup. Je prends aussi un couple dans lequel il n'y a plus la confiance. X est de bon cœur avec l'autre, mais Y fait des coups bas. Notre vivre ensemble va prendre un coup. Même au niveau même national, au niveau étatique, oui, le vivre ensemble est aussi important entre les gouvernants et puis les gouvernés. Par exemple, je prends mon pays, le Bénin, c'est un pays dont l'économie est fiscale. Un des aspects de notre vivre ensemble, c'est le paiement des impôts. Si le bas peuple ne s'acquitte pas régulièrement de ses droits civiques, notre vivre ensemble va prendre un coup. Les droits, les lois qui sont votées dans le pays, si le peuple, si le bas peuple aussi ne respecte pas aussi ces lois, j'estime que notre vivre ensemble va prendre un coup. Je prends aussi par exemple le milieu scolaire, entre les enseignants et puis les apprenants. Là aussi, il y a aussi le vivre ensemble. Si le règlement intérieur n'est pas respecté, sachez que aussi notre vivre ensemble va prendre un coup. Donc globalement, quand on parle de vivre ensemble, c'est une notion de civisme. Chacun doit savoir que dans ce partenariat, nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Et je suis là, je dois m'engager à contribuer à l'évolution de ce groupe. Sinon, si je pense directement le drap de mon côté, soyez sûr, notre vivre ensemble va prendre un coup. Et après cela, on devient des ennemis jurés. On se voue vraiment une inimitié sans pareil à nul autre. Donc on doit aussi, dans nos maisons aussi, apprendre aux enfants à le vivre ensemble. Même les petits-enfants d'une cour commune doivent savoir que, attention, c'est une communauté, on doit se respecter, on doit s'assurer confiance pour que nous soyons en de bons termes les uns envers les autres. Mon petit message à l'endroit de la population béninoise est que nous travaillons d'arrache-pied pour maintenir notre vivre ensemble. Ne cherchons pas toujours à tirer parti de tout. Non, on doit faire des concessions dans ce monde. Sinon, si on pense qu'on est toujours le plus fort pour toujours, non, notre vivre ensemble va prendre un coup. Je prends mon pays, c'est un pays de paix. Dit-on souvent, oui, nous sommes en paix. Mais il faut qu'on évite toute situation. Que les gouvernants comprennent la volonté de gouverner et que les gouvernés aussi travaillent pour renforcer la gouvernance pour que le Bénin soit gagnant en toutes choses. Et puisqu'il est question de transmission des valeurs, intéressons-nous maintenant à un sujet qui nourrit régulièrement les débats, la musique et son influence sur la jeunesse. La musique accompagne toutes les générations et évolue au rythme des époques. Certains restent attachés aux grands classiques, tandis que d'autres se reconnaissent davantage dans les rythmes modernes et les nouvelles tendances. Mais une interrogation revient souvent. La musique est-elle réellement responsable de certains comportements observés chez les jeunes ou ne fait-elle que refléter une réalité où l'éducation, la famille et l'environnement jouent un rôle essentiel? Pour tenter d'y répondre, nous avons recueilli les avis de quelques citoyens dans ce reportage que je vous invite à suivre. La musique a considérablement évolué au fil des années, portée par des mutations technologiques, culturelles et sociales. Entre les sonorités d'hier et celles d'aujourd'hui, les appréciations varient selon les générations et les sensibilités de chacun. Pour les mélomanes rencontrés, les différences entre la musique ancienne et la musique moderne sont nombreuses, tout comme les préférences. Faisons le cas de Yédenou Ayawi. Lui, je ne pense pas qu'il y a un Béninois qui va dire qu'il n'a pas connaissance de cette musique. Lui, c'est un philosophe et tout ce qu'il avait dit à l'époque à travers la musique, par ses chansons, j'allais dire qu'il avait prédigé tout ce que nous sommes en train de traverser actuellement. Il a déjà tout dit, mais je ne peux pas traiter la musique moderne comme une musique qui dégrade ou bien quoi. Parce que il y a d'autres artistes. Eux, leurs chansons, ça fait distraire et ça éduque à la fois. Il y a d'autres, c'est rien que des blabla. Juste pour écouter, on n'attire rien, on n'apprend rien à travers la musique. Je préfère la musique actuelle parce que quand je vois les jeunes chantent, les jeunes dansent, ça me rend fier. Donc je préfère les regarder que de les laisser et me focaliser sur la musique des grandes personnes.
Nous, un motoflin, on a eu ton. Et on a mis pour des médailles. Bon, on a mis tout, nous souffrons. Bon, on a été bon, zig, bigoté, bio, souffrant, mais tout, on a eu ton aime. Anamo, bezan, tout, anamo, nous a gardé, anamo, ali, t'aimes. Et un béton là, il est sous, et mais il doit bien, quoi, t'as bien sonné. Dès les bêtes, Pour ces citoyens, même si le contenu de certaines musiques modernes est parfois critiqué, il n'est pas le principal facteur des comportements observés chez les jeunes. Selon eux, les valeurs et les attitudes dépendent avant tout de l'éducation reçue au sein de la famille et de la société. On dit souvent chez nous, tu peux être ami à un voleur et ne pas voler toi-même. Et tout ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, le comportement de chaque jeune, ça fait partie de l'éducation qu'il a reçue chez lui. Pour nous, si nous voulons, on Amazon mais les bails, nous est du romero, pour un bail, pour y ton bail. Amazon mais on veut faire tout ce qu'on voit, les artistes ils font dans les vidéos, la manière dont ils s'habillent, on faire comme eux. Donc pour cela, beaucoup s'adonnent à leur style de vie, leur mode de vie. Moi, par exemple, mes amis disent, tel que j'aime la musique du Nigeria, les Américains, les hip-hop, pourquoi je ne fais pas comme eux? Je dis non, l'éducation est différente de divertissement. Parce que moi, maintenant, je prends la musique comme ma première méthode de divertissement. Mais cela ne peut jamais influencer mon plan éducatif. Une chose est certaine, chacun a ses préférences en matière de musique. Mais au-delà des tendances musicales, l'éducation demeure pour beaucoup le premier vecteur de transmission des valeurs et de la construction de la personnalité. C'est la fin de cette édition. Nous espérons que ces différents sujets vous auront permis de mieux comprendre les enjeux liés à la tolérance, au respect des différences, au vivre ensemble et à la responsabilité de chacun dans la construction d'une société plus harmonieuse. Merci de votre fidélité et de votre attention. À très bientôt pour une nouvelle édition de votre session d'information.